Nouveau vidéo comme d'habitude. C'est je dirais, le prolongement des cours deuxième semestre sociolinguistique. Maintenant, aujourd'hui, on a un cours qui porte le nom de situation unilingue et situation plurilingue. C'est par rapport c'est-à-dire à la maîtrise, oui, la maîtrise et euh, la détention des langues. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues, ça c'est la situation bilinguisme. Il y a, c'est-à-dire bilinguisme de langues, plusieurs langues, on est dans le plurilinguisme. Unilingue, c'est des populations qui parlent une seule langue ou bien un seul dialecte, etc. Bon, petite présentation par rapport à ce phénomène. Le nombre de langues c'est-à-dire dans le monde, dépasse de loin celui des États politiques. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fait un recensement, lorsqu'ils ont fait un recensement, les chercheurs, ils ont déterminé ou bien ils ont arrivé à nous donner un chiffre qui dit, je dis à peu près, qui n'est pas, je dirais, exact à 100%, mais à peu près, d'après leur estimation, d'après leur calcul, euh, il n'y a pas c'est-à-dire, comment dirais-je, ils ont arrivé à donner le chiffre de 3000 langues environ pour 200 pays, c'est-à-dire au monde entier, au niveau du globe, il y a, je crois, plus de 3000 langues environ pour 200 pays. Qu'on a au nombre de locuteurs d'une langue, il varie d'une langue à une autre. Il peut être très élevé, plusieurs dizaines, millions ou de millions comme chinois, l'anglais. C'est-à-dire les parler, voilà. Le hindi, l'espagnol, ou très restreint, quelques centaines ou quelques dizaines, voire moins de situations de disparition, au moins 15 langues par pays. C'est-à-dire que d'un côté, je dirais, on a une variété mastodonte de langues qui est parlée au monde, et aussi des langues, c'est-à-dire officielles, et d'autres dialectes je dirais, qui se, qui se, qui sont, je dirais, des milliers. Et de l'autre côté, on a un taux de 15 langues qui se disparaissent, je dirais, par pays, et 15 langues qui se disparaissent, c'est-à-dire ça qu'à chaque année, euh, ça c'est très très colossal, par pays, voilà. Alors, c'est-à-dire que les langues, puisque tantôt ils vivent, ils subsistent, mais en même temps, il y a des langues qui se disparaissent, bien sûr, à cause de plusieurs, je dirais, phénomènes. Maintenant, la situation unilingue. Dans une société, on qualifie une société d'une société unilingue. Ce sont des sociétés linguistiquement homogènes, c'est-à-dire, homogènes, c'est-à-dire il y a une sorte d'incorporation euh, entre les tribus, etc. De telles situations ne peuvent exister que dans les sociétés primitives. C'est-à-dire les primitives, les sociétés, je dirais, euh, comment dirais-je, si on peut trouver le synonyme de primitif, c'est-à-dire des sociétés, comment dirais-je, des sociétés reculées, des sociétés dégradées, dans situation initiale, inhumaine, non, c'est pas inhumaine, je pense alphabétique, je crois, analphabétique, pardon. C'est ça, les primitifs, c'est-à-dire où on trouve des gens illettrés, ils ne savent ni écrire ni rien du tout, sont vraiment primitives dans des situations, je dirais, très, 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 je dirais, dégradantes. Alors, à notre époque, il n'existe pas pratiquement des sociétés, on peut citer quelques sociétés actuellement dans la zone je dirais, à l'Amazonie. Et il y a des tribus actuellement qui vivent, qui subsistent. Ce sont des sociétés primitives, mais sont, je dirais, très, 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 très comment dirais-je, une minorité. La société primitive dite aussi simple, on peut dire, c'est-à-dire société simple ou bien primitive. Les sociétés primitives sont des sociétés sans État. Bien sûr, ils n'ont pas un État. Il y a, à la place de l'État, subsiste un chef. Il y a un chef, bien un vieux qui dirige, qui règne,
qui représente la loi, qui représente les droits. Euh, c'est tout à fait normal. Bien sûr, ça, c'est le début de toutes les sociétés, même les sociétés modernes, c'est-à-dire leur début, comment, ils se découlent, ou bien ils étaient, comment dirais-je, euh, comme on dit en arabe, le retour à l'ancien, c'est une vertu, n'est-ce pas? Ces sociétés modernes, à l'époque, au début de cette société, étaient une société simple. Voilà. Les membres de ces communautés vivent de la même façon. Ces sociétés sont en voie de disparition, bien sûr. Elles surviennent encore, ou bien survivent encore dans des zones très isolées comme les forêts de l'Amazonie, amazonienne, c'est-à-dire au Brésil, etc., et quelques îlots en Afrique centrale. Chaque tribu dispose d'une langue qui lui est propre et qui est pratiquement la même pour les membres de cette communauté. Et les situations unilingues sont des situations instables pour plusieurs raisons. Bien sûr, la situation unilingue, c'est une situation en voie de disparition et elle est menacée constamment. Bon, on va passer maintenant aux deuxième page. Maintenant, on a la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène qui débute, je dirais, à la fin des années 60 et début des années 70. La révolution technologique est aujourd'hui un phénomène qui a bouleversé le monde entier dès le début du XXe siècle avec le développement permanent des moyens de communication et déplacement, etc., etc. Comme la mondialisation elle a double face, elle a deux visages, elle a un visage, ou bien elle a contribué bien sûr au développement et à l'innovation et à des progrès faits par l'homme grâce à cette mondialisation. Et aussi, elle a une autre face qui est une face cachée qui contribue je dirais, à anéantir tout ce qui est ancien, tout ce qui est tradition, mœurs, etc. Sans oublier, par exemple, la langue. Hein. Voilà. Puis on passe à une autre situation, la situation des les mariages exogènes. Les mariages exogènes ou bien l'exogamie. Exogamie, qu'est-ce que ça veut dire? Les mariages sont des mariages intertribaux. Intertribaux, entre les tribus, voilà, sont l'une des principales causes de la variation linguistique dans les sociétés primitives. En général, les enfants issus de ce genre de mariage héritent une partie de leur langue au père et une partie à la mère. Voilà, langue métissée. Puis on les appelle aussi les métis. Les appelle les métis. Métis, voilà, c'est un enfant ou bien une fille. Normalement, en général, on dit, ce terme, il est employé pour les filles, on dit les métis. C'est une métisse, c'est-à-dire elle est, par exemple, elle est de père français, d'une mère japonaise, ou bien d'un père arabe, d'une mère japonaise, etc. C'est-à-dire que les deux parents sont de différentes langues, différentes cultures. Puis vous avez les échanges commerciaux et économiques. C'est-à-dire que les échanges commerciaux économiques ils contribuent aussi au phénomène c'est-à-dire de la diglossie hein, des langues. Pardon. Les marchés sont en général des lieux de rencontres différentes communautés. Ils sont donc des lieux où les métissages linguistiques sont plus fréquents. Bien sûr, et même c'est connu, par exemple, pendant, je dirais, à l'époque des guerres croisades, et avant, lorsque l'islam était au début, dans ses débuts, c'est-à-dire les messagers voilà, qui portent, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils voulaient ouvrir, je dirais, d'autres pays. Alors, ils ont, par exemple, les musulmans, ils ont contribué, et ils ont apporté la parole de Dieu et le Coran et voilà les traditions des musulmans de l'époque. Hein, dans des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie. C'est grâce à la pratique des musulmans, à leur loyauté, je dirais, leur dévouement, c'est-à-dire le sens, je dirais, la fidélité bien, comment dirais-je, euh, le respect à la parole qui a contribué à donner, bien sûr, lorsqu'on dit la parole, c'est la langue, hein, a contribué à bien a été, comment dirais-je,
quelque chose comme un gage, une garantie, une assurance aux autres pour qu'ils fassent, je dirais, confiance à ces gens et ils demandent, ils questionnent d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils adorent comme idole ou bien comme religion, etc. C'est aussi, c'est grâce à, c'est-à-dire, et aussi ce phénomène a contribué à la subsistance de la langue, parce que lorsqu'on dit subsistance de la langue, on parle de diglossie, on parle de religion, on parle de culture, on parle beaucoup de choses. Et en général, une langue peut être utilisée d'une manière privilégiée pour l'intercompréhension, c'est la langue véhiculaire, d'accord? Puis on passe à ce qu'on appelle le colonialisme. Bon, le colonialisme, c'est l'exemple absolu de la diglossie parce qu'il y a, il y a un facteur dominant, dominé. La colonisation introduit outre les aspects économiques et techniques propres de sa civilisation, sa structure, sa langue. Elle va exiger la langue, elle va bien sûr avec la force, hein, parce que ça, c'est pas noté, c'est très important, elle va exiger avec la force, avec une répression, avec des choses, je dirais, atroces, hein. Mais on n'est pas dans un cours d'histoire, mais c'est très important d'évoquer, d'indiquer ça pour c'est-à-dire ajouter la compréhension à l'élève, pour éclairer c'est-à-dire sa vision et de compréhension, etc. Le contact de la langue et la culture des dominants et de celle des dominés dont souvent lieu à une forme de civilisation hybride. Bon, la civilisation hybride, ici, je pense que l'auteur il fait la référence c'est-à-dire à l'héritage qui va venir après. Parce que lorsqu'on est dans une situation de colonisation, on ne parle pas de civilisation, non, on parle de civilisation, c'est-à-dire par rapport aux colonisés, hein, par rapport aux dominants. Dominer, toujours, il considère c'est-à-dire ces actes comme un acte de civilisation, un acte qui est sacré, on ne peut pas le contester, etc. Mais ce qui vient après, lorsqu'on mate les peuples, après ils vont digérer, ils vont saisir et ils vont habituer. Et ce qui vient après, les populations du futur, ce sont des civilisations hybrides. Voilà. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les langues spéciales, des langues spéciales. Les langues spéciales, c'est un terme que vous allez, je crois qu'on rencontre en troisième année. C'est un module à part entier. Lorsqu'on dit langue spéciale, qu'est-ce que ça veut dire langue spéciale? Il faut savoir que les gens exercent des métiers, hein, des métiers. Par exemple, le médecin, l'avocat, l'enseignant, vous avez l'ouvrier, le mécanicien, vous avez le vendeur. Ces gens, bien sûr, ils communiquent, n'est-ce pas? Mais leur communication, bien leur lexique est différent. Il est différent de l'autre, d'un individu à l'autre. Par exemple, le lexique du docteur et le lexique d'un enseignant, c'est quasiment, je dirais, différent, hein. Mais pour qu'ils arrivent à entretenir, pour qu'ils arrivent à s'entendre, par exemple, les médecins entre eux, ils ont un lexique spécial. Ça, ce qu'on appelle le lexique, je dirais, la langue de spécialité, hein. La même chose par rapport aux enseignants, par rapport aux avocats, et ainsi de suite. Euh, ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que la langue spécialité, bien spéciale, elle contribue aussi dans le phénomène de la diglossie. Bon, maintenant on arrive à la situation plurilingue. Qu'est-ce que ça veut dire la situation plurilingue? Le plurilinguisme est un phénomène complexe qui résulte de la cohabitation de langues, hein. C'est-à-dire il y a des langues qui se cohabitent entre eux. Il y a cependant divers types de plurilinguisme, ne serait-ce que par le nombre de langues en présence, mais aussi par leur espace de communication propre du fonctionnement et leur statut officiel. C'est-à-dire que cette cohabitation entre les langues, elle contribue je dirais, à évoluer le concept, ou bien à évoluer, je dirais, le prestige des langues, mais aussi par leur espace de communication, lorsqu'il y a une communication entre ces langues, euh, c'est-à-dire le phénomène je dirais, se fait. Parce qu'on est dans la diglossie, hein. C'est-à-dire que la diglossie, elle est toujours dans le domaine, c'est-à-dire dans le phénomène plurilingue,
ou bien le bilinguisme, etc. Remarque la dichotomie entre le plurilinguisme et le multilinguisme, selon Chaudonson, c'est que le premier est utilisé pour désigner la diversité, c'est-à-dire lorsqu'on parle du plurilinguisme, c'est la diversité, hein, ou la pluralité des langues qui coexistent sur un territoire donné et le second touche l'individu. C'est-à-dire lorsqu'on dit le multilinguisme, c'est par rapport à l'individu. Bon, maintenant le bilinguisme. On a entendu le mot, on a utilisé le mot plusieurs fois. Le bilinguisme, c'est lorsqu'il s'agit de deux langues, hein, de deux langues, et, euh, et plus. Mais plus précisément, on entend, je dirais, rarement le mot trilinguisme, quadrilinguisme, plurilinguisme. On n'entend que des fois le bilinguisme et le plurilinguisme. Parce que la majorité des peuples parlent deux langues, ou bien exercent plusieurs langues, c'est par rapport aux des gens qui ont fait des études, etc. Dans les années 70, certains auteurs réservent ce mot pour désigner l'utilisation de deux langues. Hein, on a dit ça. Ils distinguent les situations bilinguisme, de trilinguisme et quadrilinguisme. Et plurilinguisme également. D'autres considèrent que toutes les questions touchant la présence de deux langues dans la société et dans l'individu sont applicables à 3, 4, 5 langues ou plus et font du bilinguisme. Un emploi générique. Un emploi générique. D'accord? Il faut donc distinguer entre les bilinguismes et l'individu multilinguisme. Et celui de la collectivité est attribut, élite, filmé, etc. Bon, par rapport au bilinguisme, on a bilinguisme individuel, qui fait de pouvoir exprimer et penser sans difficulté, pardon, sans difficulté dans deux langues avec un niveau niveau de précision identique de chacune d'entre elles. C'est-à-dire dans le bilinguisme, vous devez, si vous avez deux langues, il faut que ces deux langues doivent être, comment dirais-je, parallèles. Et puis, on évoque, je crois, on a un bilinguisme individuel et vous avez une minute, et le bilinguisme officiel. Bon, le bilinguisme officiel, on applique soit le principe de territorialité, c'est-à-dire dans le bilinguisme officiel, on a deux sous-titres, on a deux facteurs, deux éléments dans le bilinguisme officiel. Vous avez le principe territorialité et vous avez le principe de personnalité. Le principe de territorialité, c'est par rapport au territoire. L'individu se conforme à la langue de son État, de son canton, de sa province, etc. Par exemple, le cas du Canada. Si vous êtes au Canada, alors ça c'est le principe de territorialité ou bien le principe de personnalité. Je pense au Canada, c'est le principe si j'arrive à me souvenir, puisqu'il s'agit de cantons, il y a le Québec, Montréal, je crois il y a le phénomène de canton chez eux. Alors, c'est le principe de territorialité, c'est-à-dire la territorialité, c'est-à-dire le gouvernement, ou bien le du territoire, c'est-à-dire si on a un canton, c'est le canton, c'est-à-dire qui est désigné par, je dirais, comment dirais-je, comment dirais-je, un maire ou bien voilà, qui représente c'est-à-dire l'État, ils vont appliquer, c'est-à-dire ce bilinguisme, il est lié à un territoire, voilà. Et c'est-à-dire si on a le droit à exercer une langue, ou bien deux langues, ou bien trois langues, etc. Par exemple, dans le principe de personnalité, l'État se plie à la langue de l'individu. La Suisse est régie par le principe de territorialité. Canton germanophone, franco-italien. Tandis que la Fédération canadienne pratique le principe de personnalité. On a dit ça tout à l'heure. Non, le principe de personnalité en se servant citoyen dans l'une de l'autre des deux langues officielles, le français et l'anglais. C'est-à-dire, au Canada, tandis que le Canadien pratique le principe de personnalité au Canada. Alors, j'avais tort, pardon. Alors, c'est ça, parce que moi, j'ai lu ce texte à l'époque, mais j'ai oublié.
L'essentiel, c'est de garder, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on appelle le bilinguisme. Vous avez le bilinguisme individuel, officiel, et mémoriser le principe territorialité, le principe personnalité, c'est pas un problème. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la langue véhiculaire. Il faut savoir, mes amis, lorsque vous lisez des textes, hein, vous lisez des textes, et vous n'êtes pas obligé de mémoriser. Lorsqu'il s'agit de textes longs, on fait référence à la compréhension. C'est-à-dire, vous lisez une, deux, trois, sept fois, 10 fois, comme ça, vous arrivez à mémoriser d'une façon, je dirais, indirectement, vous allez saisir, comprendre, et puis, c'est-à-dire, lors de l'examen, vous allez développer selon votre lexique, bien sûr, et comme ça, et c'est pour ça, des fois, moi, je suis en train de vous lire, euh, je, je, j'essaie je dirais, comment dirais-je, rafraîchir la mémoire, mais des fois, j'arrive pas à me souvenir, vous voyez, parce que ce sont des textes longs, c'est très difficile c'est-à-dire à mémoriser des termes, parce que ce sont des termes qui reviennent à, je dirais, un registre oratoire. Parce que voilà, il y a certains profs qui disent, voilà, ça c'est le registre soutenu. Moi, je suis contre, parce que lorsqu'on lit, par exemple, des mots comme, par exemple, je sais pas moi, lorsqu'on lit des mots qui sont, je dirais, euh, peu usés, hein, peu usés, qui n'ont pas, qui sont utilisés rarement à la pratique, on n'arrive pas à les saisir, à les connaître, et même des fois on fait des fautes lorsqu'on prononce, et c'est tout à fait normal. Bon, je ne vais pas étaler, je ne vais pas vous fourvoyer avec ma pensée et mes idées. Voilà, je vais passer à la langue véhiculaire. Bon, lorsqu'il s'agit de langue véhiculaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une langue qui circule, hein, qui se déplace, bien sûr par, bien sûr par l'action et par la volonté de la personne qui va l'utiliser en communiquant ou bien dans d'autres c'est-à-dire dans d'autres domaines. Dans un pays où coexistent plusieurs langues, la langue véhiculaire est la langue utilisée pour la communication entre locuteurs ou groupes de locuteurs n'ayant pas la même langue première, par exemple dans toute l'Afrique francophone. Bon, ouais. La langue véhiculaire, mes amis, c'est une langue qui domine, hein, qui est parlée énormément. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, bien sûr, il y a des pays anglophones, mais il y a une majorité, minorité, pardon, mais la majorité ils parlent le français, n'est-ce pas? Parce que le continent est colonisé énormément par, je dirais, des pays, je dirais, il y a de nombreux pays ils étaient colonisés, je dirais, par l'Empire français. Alors, comment dirais-je, un compromis, hein, ils ont un compromis, ou bien ils sont mis d'accord pour exercer une seule langue, ou bien ils ne sont pas mis d'accord, c'est-à-dire c'est une exigence, hein, exigence historique. Alors, ils parlaient, comment dirais, ils se communiquent entre eux en servant d'une seule langue qui est le français. Alors, le français qui est, je dirais, parlé énormément, pardon. Alors, ça, c'est la langue véhiculaire. Je donne l'exemple, par exemple, si vous avez, je dirais, vous avez 100 individus, d'accord? 100 individus, ces 100 individus, vous avez 80 individus qui parlent le français. C'est-à-dire la première langue donc, qui domine dans leur pays, c'est le français. Et vous avez par exemple 30%, je dirais, de gens qui n'ont pas ils n'ont pas le français, ils ont d'autres langues. Hein? Alors, on dit que la langue véhiculaire je dirais, de ce groupe de 100%, c'est, bon, ici l'exemple de son, bon, la plus simple, c'est, on considère par exemple, si on a 100 personnes parlent une langue et 30 d'entre elles ne l'ont pas pour première langue, c'est-à-dire que vous avez 100, hein, qui parlent une langue, mais vous avez dans les 100, vous avez 30 ils n'ont pas, c'est-à-dire cette langue destinée par les 80,
euh, bien 70, ça dit 70, vous avez 70 individus qui ont, je dirais, une seule langue qui est considérée comme langue, première langue. Et les 30, ils ont pas cette première langue. Alors on dit dans ce cas que la langue véhiculaire est de 30%. C'est-à-dire on va prendre cette minorité comme langue véhiculaire. On dit que la langue est véhiculaire à 30%, on peut, que son taux de véhicularité est de 30%. Voilà la différence entre, bien de comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la langue véhiculaire. Bon, maintenant on arrive à un autre terme qui est, bon, les différents, bon, euh, c'est-à-dire les différents listes des facteurs qui aident à la langue à devenir véhiculaire. Voilà. Il y a des facteurs qui vont aider la langue à devenir véhiculaire. Un, vous avez le facteur géographique. Géographique, c'est-à-dire un fleuve, piste, port, c'est-à-dire des axes de communication favorisent les contacts entre certains groupes, etc. Deux, vous avez le facteur économique. Bien sûr, l'économique, l'échange, voilà, le commerce est très important. La relation commerciale, mettre le groupe en contact et les échanges commerciaux supposent que s'installe une communication linguistique. Vous avez le facteur politique. Bien sûr, le facteur politique, c'est un des facteurs qui a, qui a la force. Et lorsqu'on dit facteur politique, on parle, je dirais, je dirais, comment dirais-je, du- de, de ce qu'on appelle la force diplomatique. Voilà. La politique linguistique adoptée par chaque État favorise la diffusion d'une certaine langue, bien sûr. Le facteur idéologique, hein, le prestige dont certaines langues disposent leur association avec une religion, avec une technologie, par exemple, le facteur, dirait de l'acculturation, hein, etc. Le facteur sociologique ainsi, l'urbanisation par le brassage des groupes et de leur langue catalyse l'émergence de langues d'intégration à la ville, par exemple. La sociologique, on est en train d'étudier la sociolinguistique. Hein. Voilà, ce sont des facteurs, on doit les connaître, qui aident, c'est-à-dire la langue à devenir véhiculaire. Et, la fin, mes amis, merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié c'est-à-dire le cours. Euh, L'explication modeste et je dirais, euh, je crois elle est palpable et brève. Ça, c'est l'essentiel. Merci de votre attention et à la prochaine.